Bonjour à toutes et à tous. Je vais être là aussi, moi aussi, relativement. Je ne sais même pas de combien de temps je dispose en fait. J'ai pas de temps. D'accord. D'accord. Ah ben en plus, on n'est même pas en retard pour une fois. Ben, merci à Thomas et à Julien de m'avoir invité. C'est évidemment, comme tous les autres intervenants, un plaisir très sincère d'être ici, d'être de retour, même si ça ne sera qu'un passage, mais c'est quand même toujours et vraiment très sincèrement un plaisir d'être à Nantes, de retrouver ces lieux, de retrouver tout un ensemble de personnes avec qui j'ai travaillé et à chaque fois ça a été un plaisir. Donc revenir là, oui, très heureux aussi d'intervenir sur un sujet qui est un sujet qui, comme tu le disais Julien, fait l'unanimité, enfin la quasi-unanimité, alors que ce sujet est un sujet quand même éminemment difficile, et c'est peut-être pour ça aussi que il est facile de se greffer dessus. Il est difficile de démêler les chevaux de ces relations entre l'Empire et le droit. Alors tout le monde sans doute, hein, je ne suis pas ici en tant qu'éminent spécialiste des empires. Ça tombe bien parce que plus le temps passe, et j'ai tendance maintenant à le dire à peu près à chaque fois que j'interviens sur un sujet, plus le temps passe, moins je me sens spécialiste de quoi que ce soit. Je suis pas sûr que ce soit bon signe, mais disons que c'est peut-être un signe de liberté qui m'est offerte par le statut universitaire. C'est sans doute aussi le signe de la diversité de mes centres d'intérêt et de la façon dont comme le disait un ami décédé il y a un an, de ma tendance à l'esprit d'escalier, passant d'une idée à une autre et prolongeant des réflexions, parfois de manière nécessairement un peu erratique, mais c'est le prix de la recherche que d'aller un peu sur des terrains inconnus et de défricher. Donc non, pas du tout spécialiste des empires, mais les choses ont fait au fil des années que, en partant du Moyen-Âge, je travaille de plus en plus sur des questions contemporaines, voire très contemporaines. Et puis que la question en particulier des droits fondamentaux m'a amené, depuis une petite dizaine d'années, à travailler beaucoup la période du 18e à nos jours. Et il est évident que dans cette période du 18e à nos jours, et en matière de droits fondamentaux comme en bien d'autres domaines, les empires occupent une place particulièrement importante et, comme je le disais, très difficile à caractériser. Fort heureusement, Julien et Thomas m'ont proposé les propos introductifs, signe et manifeste de mon incompétence, mais qui me donnent toute la liberté de dire à peu près ce que je veux. J'essaierai donc de ne pas être complètement incohérent. Et je ne vous proposerai pas une expertise, ce dont je suis bien incapable, mais tout au plus quelques réflexions, quelques propositions autour de cette difficile question des empires et du droit. Pourquoi est-ce que les empires et le droit est une question difficile ? Il y a plein de façons de l'aborder et cela a été déjà un petit peu dit. L'un des aspects, c'est que quand on dit les empires et le droit, on constate immédiatement, je dirais, c'est un peu comme pour tous les régimes, mais que la question des empires, elle touche tous les aspects du droit. Je dis, oui, mais c'est le cas de tous les régimes politiques. Tous les régimes politiques, c'est leur vocation, s'intéressent à tous les objets du droit. Certes, mais peut-être pas de la même manière, et c'est cela qui nous interroge peut-être de manière un peu plus spécifique pour les empires. Les empires sont des tournants importants sur bien des domaines, et des tournants importants qu'on a un petit peu du mal à caractériser, en particulier, je pense, en particulier parce qu'on a tendance, nécessairement, c'est le prix de la spécialisation, à essayer de tisser des liens avec l'avant et l'après sur des points spécifiques que l'on aborde, sur des questions civiles, sur des questions commerciales, économiques, constitutionnelles ou administratives, que sais-je. Alors que dans le même temps, il est assez difficile d'opérer une synthèse, d'avoir une lecture claire de l'articulation entre ces différents aspects de chacun des empires et, je dirais, de chacun des objets. Je dirais, pour le 19e siècle, c'est très net qu'on parle d'enseignement ou de prison, comme ce sera évoqué demain. Donc pourquoi est-ce que c'est difficile et quelles sont les difficultés que moi je rencontre là-dedans ? Premier aspect, c'est le programme en est le reflet, c'est que nous avons
tendance, peut-être que c'est un travers français, mais c'est comme ça, nous avons tendance à partir de l'ordre constitutionnel. Nous partons du régime politique. Et partant du régime politique, on a une scansion historique qui fait que voilà, on a les révolutions, l'Empire, restauration, monarchie de Juillet, ainsi de suite, ce qu'on apprend tous et toutes en première année. Et partant du régime politique, forcément, on part d'une question d'ordre constitutionnel qui sera l'objet de la première table ronde. Et derrière, je dis oui, mais l'ordre constitutionnel ne peut évidemment pas résumer à lui seul toute l'importance d'un empire comme d'un autre. Ce qui est là aussi vrai pour tous les régimes politiques. Mais peut-être plus pour les empires. Peut-être plus pour les empires parce que les empires, justement, souffrent, ou au contraire bénéficient, les journées le diront peut-être, souffrent ou bénéficient d'un rapport très ambigu à la constitutionnalité, ou à l'articulation entre constitutionnalité, politique, législation, administration. Ce sont des pratiques politiques, à certains égards, des pratiques gouvernementales, à d'autres égards, plus peut-être que des ordres constitutionnels stables. Et c'est ça qui un peu nous perturbe, c'est que du coup, on a une sorte de mosaïque de politiques qui sont menées et on a du mal à les rattacher à un ordre constitutionnel précis puisque l'ordre constitutionnel est un peu fuyant et évolutif. Et c'est autour de cette question que j'ai été amené à réfléchir en amont du colloque, en amont même de la proposition, et que, outre les relations qu'on a nouées ensemble, Julien, Thomas et moi, au fil des années, donc les relations amicales qui se sont nouées, il y a un aspect, c'est qu'un certain nombre de discussions nous amenaient régulièrement à interroger justement différentes spécificités, différentes particularités étranges de ce 19e siècle, et les empires en sont des manifestations très claires. Le problème, pour le dire très simplement, pour moi, il est venu de plusieurs interrogations qui remontent parfois très loin. Et l'une des difficultés classiques, là aussi, ce sera évoqué, je crois, dès ce matin, c'est bien évidemment ce statut très étrange des senatus consultes, ou disons, qu'est-ce que c'est que l'ordre constitutionnel du Premier Empire. L'ordre constitutionnel du Premier Empire, oui, il est étonnant, comme je le disais, fuyant. Et non, je m'interrogeais comme ça, j'avais appris donc un sujet de thèse avait été lancé, tant mieux, c'est formidable, et on attend tous avec impatience la soutenance. Mais une fois que le sujet est lancé, déjà, si on a déjà quelques questions en amont, on se dit bon, ça confirme bien qu'il y a un problème, il y a un souci. Bon, et ça chemine. Et en cheminant, un autre aspect qui est apparu, c'est le fait que si on essaie de comprendre, ça c'est un aspect plus pédagogique, si on essaie de comprendre et surtout d'enseigner le 19e siècle, une des premières choses que l'on doit expliquer aux étudiants, c'est le fait bien sûr qu'il y a des discontinuités majeures dans l'histoire de France et que la Révolution française est une étape absolument essentielle suivi de l'Empire, donc à un moment très fort, 1789-1814, mais dans le même temps qu'il y a d'assez fortes continuités et que l'on ne comprend pas vraiment le 19e siècle, voire notre situation contemporaine, si l'on ne comprend pas tout l'héritage de l'Ancien Régime qui se retrouve à la fois maintenu malgré la Révolution et l'Empire, voire renouvelé au cours de la Révolution, de l'Empire et ensuite restauration de monarchie de Juillet, jusqu'à perdurer, je dirais, jusqu'à la fin du 19e siècle et à certains égards même dans le début de la Troisième République. J'y reviendrai si j'en ai l'occasion, notamment un certain nombre de lois très importantes de la Troisième République semblent très éloignées de l'Ancien Régime de la Révolution, alors qu'en fait il y a des liens assez étroits que l'on pense à l'enseignement, évidemment, ou au culte en particulier, mais ce ne sont pas les seuls aspects. Et donc cet aspect de continuité-discontinuité me semblait important, notamment parce que, évidemment, on n'a pas de constitution sous l'Ancien Régime, donc ça marche autrement, l'Ancien Régime. Et puis on a un ordre constitutionnel à partir de 91, mais cet ordre constitutionnel, aussi, il est un peu fragile. Ça a été l'objet de longues discussions avec Julien, Julien et Grégoire, bien évidemment, de longues discussions et très agréables discussions autour de ces bizarreries de nos ordres constitutionnels successifs en France. Et réfléchissant à tout cela, il se trouve que
j'ai eu l'occasion l'an dernier d'intervenir successivement sur 2 sujets qui sont en lien avec, pour moi en tout cas, avec le propos de ces 2 jours. Le premier portait sur la métaphore organiciste à travers l'histoire de la pensée juridique. Et le deuxième portait sur les corps intermédiaires. Les 2 colloques, le premier colloque avait lieu à Toulouse et l'autre à Créteil, peu importe cela. Mais évidemment, il y avait un lien entre la métaphore organiciste et les corps intermédiaires, ne serait-ce que organe-corps, bien sûr. Mais un autre lien, c'est que, en l'espèce, s'agissant de la métaphore organiciste, ce qui m'a intéressé, c'est l'aspect non métaphorique de l'organicisme. C'est-à-dire, prenons l'organicisme, peut-on prendre l'organicisme au sérieux ? Peut-on prendre l'organicisme au sérieux? Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une métaphore, au fond, une métaphore, on peut lui faire dire un petit peu tout ce qu'on veut, et la métaphore, le plus souvent, elle est légitimante. Elle veut présenter un ordre qui fonctionne. Et éventuellement, ponctuellement, elle peut être disqualifiante. Je pense par exemple à la séance de la flagellation, à toute la rhétorique de l'organicité dans la séance de la flagellation et sur la dimension pathologique des corps dénoncés. Donc, si on prend l'hypothèse était de prendre l'organicité au sérieux et d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que ça peut nous dire qu'est-ce que c'est qu'un organe de l'État? Qu'est-ce que c'est qu'une loi organique? Qu'est-ce que c'est qu'un sénatus consulte organique? Et évidemment, comme quelques semaines plus tard, j'intervenais sur les corps intermédiaires, la question se posait mais de la même manière, puisque les corps sont à la fois dénoncés au moment de la Révolution, et en même temps, j'ai eu la surprise de constater que quand on travaille le corpus révolutionnaire, je savais que les corps étaient dénoncés, je savais qu'ils étaient en même temps présents. Si on cherche dans ce corpus, corps est un terme qui est omniprésent. Alors omniprésent parfois pour dénoncer, mais en même temps parfois simplement pour présenter le fait que quand on parle d'un métier, quand on parle d'une congrégation, mais quand on parle d'une situation, on parle en permanence de corps. Les corps reviennent tout le temps, en fait c'est un des termes les plus fréquents dans le corpus révolutionnaire après loi. Et j'ai comparé avec d'autres termes juridiques, les occurrences sont bien moins, sous réserve évidemment de la fiabilité des numérisations. Donc beaucoup de corps, et puis des organes de l'État qui, loin de s'effacer avec la Révolution, ont contraire tendance à se développer avec cette idée d'organicité, de lois organiques en particulier. Et donc, comment comprendre cela? Et c'est ce qui m'a amené en partant au départ d'une réflexion plutôt sur la Révolution, une sorte de long tissage jusqu'à aujourd'hui, à interroger en particulier, parce qu'il y avait un autre aspect qui me titillait, à interroger en particulier la question de l'Empire. Il y a quelque chose qui ne marchait pas dans la façon d'aborder l'Empire, et peut-être que l'organicité était une clé. La piste, elle est toute simple, elle était de comprendre ce que signifient précisément les fameux articles organiques qui accompagnent le Concordat. C'est là que je me suis dit, en fait, un des problèmes, et quand c'est une question d'enseignement, c'est que on ne peut pas comprendre la place de l'Église au XIXe siècle si l'on ne comprend pas la place qu'elle occupe dans la structure de l'État et la place qui lui est redonnée dans la structure de l'État, en premier lieu par l'Empire grâce au Concordat, et ensuite confirmée, Restauration, monarchie de Juillet. Et c'est autour de ça que je vais essayer de développer maintenant, après une introduction une fois de plus, non pas si longue que ça, mais un peu trop longue, autour d'une part d'un aspect de structure des empires et au-delà d'une question de dynamique des empires. Déjà, sur la question de la structure, soyons assez clairs, il y a un problème, c'est que, bien sûr, il y a 2 empires, bien sûr, le Second Empire reprend un certain nombre d'éléments essentiels, au moins dans la mise en scène du pouvoir au Premier Empire. En revanche, sur bien des points, les deux empires sont très difficilement comparables. Du point de vue des politiques qui sont menées, bien évidemment, mais du point de vue de l'articulation entre les pouvoirs, le système est complètement différent et en particulier la place des contre-pouvoirs n'est absolument pas la même et Louis-Napoléon Bonaparte doit faire avec des contre-pouvoirs beaucoup plus établis et beaucoup plus stables que ne le fait Napoléon lui-même qui, lui, met l'État à sa main. Du coup, on a à la fois des éléments de proximité et des éléments de distance et si on prend cette question de structure,
il me semble logique de partir comme un historien, c'est-à-dire de partir du départ et de partir du Premier Empire. Du point de vue du Premier Empire, le premier point qui me saute aux yeux, j'en ai déjà parlé et je vais essayer de préciser, c'est ce que je qualifierais de constitutionnalisme faible. Parler de constitutionnalisme faible pour un État fort, pour un régime autoritaire, c'est un peu surprenant. Peut-être que non, justement. Peut-être qu'il est assez logique que le constitutionnalisme soit assez faible dès lors que l'on veut construire un régime qui repose essentiellement sur le pouvoir davantage que sur le droit, en simplifiant beaucoup. Et qu'est-ce que j'entends par constitutionnalisme faible? C'est le fait que ce qui a été largement étudié, sans parvenir toujours à... Enfin, personne n'a trouvé encore la solution exacte, mais Julien s'y est confronté à nouveau. Je pense que Ambre aussi, ça fait partie quand même des problèmes très lourds. Je parle de constitutionnalisme faible parce que la frontière entre le constituant, le constitué, entre ce qui est établi et le changement, entre l'ordre constitutionnel et non seulement les transformations de cet ordre, mais l'extension de cet ordre constitutionnel, sont des éléments extrêmement difficiles. Parce qu'on apprend tous, là encore, qu'il y a des constitutions du consulat et de l'Empire, mais on voit bien qu'il y a tout un ensemble de transformations majeures du régime politique qui ne passent pas par des transformations constitutionnelles. Dit autrement, et de manière un peu plus brutale, la constitution de l'Empire, elle constitue essentiellement la tête de l'Empire, principalement la tête. Et pour le reste, elle ne constitue pas tant de choses que ça. Et pourtant, un régime politique doit bien être constitué, si on pense en termes organiques. Donc si ça ne constitue pas par la tête, si ça ne constitue pas exactement selon le modèle qui a été établi en 91 ou en 87 aux États-Unis, si ça ne construit pas un État complet, ça constitue où? Ça constitue comment? Et c'est un petit peu ça la piste. C'est en ce sens-là que je parle d'un constitutionnalisme faible, c'est qu'en fait on peut transformer de manière majeure le régime politique sans pour autant toucher profondément à l'ordre constitutionnel. Bien sûr, on dirait la transmission du pouvoir, c'est un élément essentiel, ou la conservation du pouvoir, je ne sais pas comment quel est le terme le plus juste, mais finalement ça ne détermine pas le fonctionnement concret et quotidien de ces pouvoirs. Or, les réformes constitutionnelles touchent essentiellement cette question-là. C'est un peu comme si les réformes constitutionnelles dans l'Empire touchaient essentiellement les lois de succession de l'Ancien Régime, sans véritablement toucher à l'ordre, à l'organisation des pouvoirs. C'est-à-dire que les grands corps de l'État, pour reprendre une fois de plus une métaphore organiciste, mais les grands corps de l'État, ils sont mis en place sous l'Empire, mais le plus souvent, ça ne passe pas par un dispositif constitutionnel. Ça passe par un dispositif législatif, voire administratif. Donc ça veut dire que le régime politique se met en place d'une autre manière et que ce régime politique, là encore, il déjoue la lecture classique que l'on a avec, je dirais, un ordre constitué qui se déploie et avec des lois qui doivent être mettre en œuvre et respecter la Constitution, puis une hiérarchie des normes qui s'appliquerait. Ça déjoue en fait une logique qui est sénienne, ce qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, n'est pas pour me déplaire. C'est peut-être un peu private, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant et amusant? J'en reviens justement à cette question déjà de l'inspiration antique. Bizarre de repasser par l'inspiration antique, mais en fait, peut-être qu'elle nous donne une petite première clé quant à cette faiblesse, ce constitutionnalisme faible. Un des points qui m'a frappé depuis assez longtemps, on est tous habitués au fait que l'Antiquité est mobilisée, je dirais, de part et d'autre, à tort et à travers au moment de la Révolution. Voilà, c'est une mobilisation qui, là encore, permet, comme l'organicisme, de légitimer ou de délégitimer, de qualifier ou disqualifier. Donc, de la même manière qu'on peut à peu près tout dire à partir de la Révolution, parce que tout s'est dit dans tous les sens, de la même manière, à partir du moment où on utilise une référence antique, c'est une autorité, c'est pratique, c'est souple, et c'est juste un argument d'autorité. Sauf que il y a quand même quelques aspects qui sont plus troublants. C'est bien sûr le fait de simplement, mais ça je ne vais pas déborder sur ce que dira Julien, mais c'est simplement déjà le fait de prendre le terme empire, qui est un terme tout à fait
inédit dans l'histoire de France. Et construire un pouvoir légitime sur la base d'un terme comme cela, c'était pas si évident que cela. Bien sûr, le premier point qui saute aux yeux, c'est qu'Empire, là encore, dans une façon de déjouer, ça permet d'éviter la royauté tout en évitant la République, ça permet de construire une monarchie républicaine qui n'est ni véritablement royale, ni véritablement républicaine au mauvais sens du terme. Et quand je dis mauvais sens, c'est-à-dire 89-99. Donc ça, je dirais, c'est une raison pragmatique. Et on sait que Napoléon était éminemment pragmatique. Sauf que ça vient de plus loin. Et puis que ce qui est assez bizarre, c'est que quand on regarde ce qui se passe sous le Directoire, à bien des égards, le consulat puis l'Empire ne sont pas directement annoncés. Là encore, il y a un pragmatisme qui fait qu'on s'adapte en permanence. Mais on est surpris d'observer dans un certain nombre de discours, chez Cambacérès, chez Boissy d'Anglas, chez des personnes qu'on retrouvera justement sous l'Empire, on retrouve un certain nombre de réflexions sur l'organisation du pouvoir. On se dit, oui, comment organiser la République dès lors que l'on doit sortir de cette Constitution de 93 qui ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner, la bascule qui s'opère, en particulier 94-95, lorsque l'on appelle à mettre en œuvre véritablement la Constitution de 93, et que, un an plus tard, en particulier suite aux journées de prairial, on dit « Oh non, non, on va surtout pas mettre en œuvre cette constitution qui est éminemment dangereuse. Ce n'est pas de la démocratie sans les représentative, c'est de l'anarchie. » C'est le fameux discours de Boissy d'Anglas. C'est cette dénonciation ce passage de l'impossible mise en œuvre de la Constitution de 93 à la nécessité de passer à une autre Constitution et à trouver un autre mode qui va se traduire finalement par quoi? Par le Directoire. Ça commence d'une part avec la nécessité de trouver les lois organiques de la Constitution. C'est l'origine, les plus anciens usages de lois organiques que j'ai trouvés. C'est précisément c'est en 94 pour la mise en œuvre de la Constitution. Et le loi organique de la Constitution, on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc on a quelque chose qui se joue, et dans ce moment-là, on commence à esquisser des réflexions sur un autre mode du pouvoir, sur une forme de gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui doit quand même un peu ordonner la République? Donc on esquisse les nécessités du Directoire, et là, Rome surgit. Rome est un peu comme tout le temps. Donc si on lit tous les textes, on dit oui, mais Rome est là comme tout le temps. Et puis on se jette à la tête du triumvirat. On ne va pas donner le pouvoir à ce triumvirat. Ne remettez pas en place les méfaits qui ont été ceux de ce triumvirat, quand on renvoie évidemment aux Jacobins. Mais en même temps, on peut défendre l'hypothèse peut-être d'un triumvirat vertueux. Et puis l'Empire romain tel qu'on l'enseigne, tout simplement, il commence effectivement par un triumvirat. C'est un triumvirat, et puis au sein du triumvirat, vous en avez un, discrètement, qui se faufile, et qui va se faire renommer Octave Auguste. Mais c'est quand même assez étonnant, enfin, on a quand même une proximité étrange où nous, on regarde l'aspect révolutionnaire, et puis en fait, c'est assez linéaire. Enfin, je veux dire, on peut avoir un décalque assez étrange entre cette nécessité de réorganiser la République, un triumvirat qui vient sauver la République, puis finalement un consul, un des trois consuls qui devient nécessairement un empereur pour sauver la République et qui va sauver la République. D'où cette monarchie républicaine et qui fait que Napoléon, je dirais à la fois sincèrement pour une part et opportunement d'autre part, sauve la République en la transformant en empire. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez sérieux. Je dirais, faut le prendre au sérieux. Il ne faut pas dire la République. C'est pas la question de la démocratie. Ce sont bien évidemment des questions complètement différentes. Alors là, du coup, l'inspiration antique, déjà, elle donne une autre lecture parce que, évidemment, il n'y avait pas de constitution à Rome. Mais l'Empire, qu'est-ce que c'est au départ? L'Empire, c'est un dédoublement de la République, l'Empire romain, je parle. L'Empire romain, au début, tout simplement, je suis désolé, je dis des banalités, mais c'est la liberté de celui qui tient des propos introductifs. L'Empire, c'est un dédoublement de la République avec un homme, qui est à la fois homme et organe suprême, qui est la République à lui tout seul.
il reçoit en fait toutes les prérogatives de l'Empire, les prérogatives militaires, religieuses, mais également prérogatives sénatoriales, entre autres. Donc, dédoublement de l'Empire, ce qui permet de préserver les institutions de l'Empire, les institutions républicaines. Les institutions républicaines se maintiennent sous l'Empire. Et d'une certaine manière, une fois de plus, c'est comme si la naissance de l'Empire romain était à certains égards une sorte de non-événement d'un point de vue constitutionnel, puisque la République subsiste, elle est même protégée, puisqu'elle est concentrée entre les mains d'une personne. Alors du coup, peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de refonder, puisque tout est d'une certaine manière préservé. Alors, l'Empire devient et l'empereur deviennent une sorte de point d'imputation et de point d'action qui permet d'organiser la République dans son sens le plus large, sans avoir nécessairement besoin de tout constituer immédiatement. C'est à ce moment-là que la question de ce constitutionnalisme faible permet de déployer une politique qui est tout à fait autre et que je caractériserais soit comme un gouvernement, soit comme une organisation sociale. J'entends précisément j'ai nettement débordé. Une organisation sociale, je l'entends au sens vraiment organiser la société. Là encore, c'est du point de vue de l'Église que ça m'apparaît plus clair. Lorsque l'on essaye d'enseigner les droits fondamentaux, ce que je fais depuis un certain nombre d'années maintenant, l'un des points que l'on rencontre très rapidement, c'est comment expliquer à des étudiants, voire parfois à des collègues, à qui on n'enseigne pas, on explique, pardon. Excusez-moi. D'expliquer la place précise de l'Église au XIXe siècle et l'origine, en fait, de tous les conflits politico-religieux de la fin du XIXe siècle et de la Troisième République. Pourquoi est-ce que les lois sur l'enseignement et les lois sur la laïcité ne sont pas nées de nulle part? Elles proviennent de circonstances précises. Et ces circonstances précises, en le disant très simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le rétablissement de l'Église en tant qu'élément de gouvernement, en tant qu'organe de gouvernement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait qu'avec le Concordat en premier lieu et avec les articles organiques en particulier, eh bien l'Église, c'est pas qu'elle est simplement rétablie dans sa place et dans sa légitimité ancienne, c'est qu'elle devient proprement organe de gouvernement. Mais c'est pas une institution publique. C'est pas une institution publique. Ce n'est pas totalement une institution publique, mais c'est en partie une institution publique, comme ça l'était déjà sous l'Ancien Régime. Une des expressions très claires, deux expressions très claires vont être, bien évidemment, l'enseignement, l'articulation entre religion et enseignement, et en particulier, Frédéric Heller évoquait la question du monopole de l'université. Oui, mais c'est pas une université exactement dans le même sens que nous, d'une part, et le ministère, justement, des cultes est associé à l'enseignement et à l'université. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne fait de bon enseignement que si on a une base religieuse. Puisqu'on veut là aussi constituer l'État, mais on ne constituera pas l'État si l'on ne constitue pas la société, en allant très rapidement. C'est ce qui a fait dire à Duguay qu'avec les articles organiques d'une part et avec les dispositions qui ont été prises pour les protestants, les prêtres se trouvaient transformés de fait, les prêtres et les agents des cultes se trouvaient transformés en fonctionnaires. L'idée de transformer les agents en fonctionnaires, oui, je vois Pierre qui est... Bien sûr que ce ne sont pas totalement des fonctionnaires si on entend fonctionnaire tel que l'on l'entend aujourd'hui. Mais si on l'entend au sens d'agents qui réalisent des fonctions au titre de l'État, oui, ce sont pleinement des fonctionnaires. Et en fait, là aussi, ça nous rappelle des choses anciennes, comme par exemple quelque chose qui est d'une grande simplicité, mais très compliqué à comprendre si l'on passe par nos chemins constitutionnels contemporains, la place de l'Église dans l'établissement des registres de baptême à partir de l'article 51 de l'ordonnance de 1539. C'est l'Église qui tient les registres de baptême, et c'est ordonné par le roi. Il ne transforme pas les prêtres en officiers royaux. Il leur ordonne de remplir une fonction publique. C'est tout à fait différent. Alors ça veut dire que l'Église, elle remplit une fonction publique au sein d'un État sur la base de dispositions qui sont établies d'abord par un traité, puis ensuite par des articles organiques,
Et en fait, là, pour le coup, on a quelque chose qui transforme profondément le régime et la société, sans passer par la Constitution. À ce moment-là, oui, on est dans une logique qui est une logique profondément organique, beaucoup plus que dans une logique constitutionnelle. Sur ces bases de logique organique, alors on peut le déployer et essayer de comprendre peut-être autrement ce qui s'est opéré sous Napoléon et le fait qu'une grosse part de ce qui se joue sous Napoléon Ier, vous aurez remarqué que je n'ai pas du tout parlé du Second Empire pour le moment, je le garde pour la fin et pour les... parce que sinon je vais encore parler beaucoup trop longtemps. Mais c'est qu'on peut le déployer de manière bien plus large. C'est une grande partie, à mes yeux, de la politique napoléonienne que de véritablement constituer la société et constituer l'État avec ces éléments qui ont fait que, par exemple, Jean Carbonnier a pu dire, même si c'est encore qu'une expression, et là aussi c'est une sorte d'argument d'autorité, que le Code civil était la constitution civile de la société. Cette idée de constitution civile, bah oui, il y a vraiment quelque chose qui fait, on le sait, il y a des individus d'une part et des familles d'autre part. Si on simplifie beaucoup le Code civil, la structure même du Code civil, c'est des individus qui ont des prérogatives et qui ont des capacités juridiques, en particulier les hommes, et la famille qui est structurée comme la base. On dirait du Bodin. Donc on a la famille, on a les institutions publiques. Et les institutions publiques ne sont pas nécessairement des institutions d'État. On s'en fout que ce soit des institutions d'État. La question, c'est qu'elles soient au service de l'État. Et c'est tout à fait différent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être comparer et avoir une lecture, c'est l'objet de ma deuxième partie qui sera forcément très très courte, réfléchir sur les multiples extensions de cette structuration organique sous le Premier et le Second Empire et réfléchir à partir de là à la question des dynamiques. La structuration organique, je pense que là aussi, quand on regarde le programme de ces 2 journées, en est une parfaite expression. Si on réfléchit sur les empires et le droit, comme tout régime politique, on peut toucher à tous les domaines. Mais on se rend compte aussi que tous les domaines nous ramènent à un ordre beaucoup plus large, justement parce que la question de l'enseignement est une question qui est articulée à une question de politique générale, la question des prisons, la question des hôpitaux, la question même des politiques économiques, qui sont des politiques, on va dire, c'est du colbertisme, du dirigisme, on l'appelle comme on veut. Il y a une forme colbertiste dans les politiques, en particulier sous Napoléon Ier, mais c'est évidemment très différent parce que c'est plus libéral. Mais colbertisme au sens de politique intentionnelle qui veut structurer la société par la structuration de l'économie. C'est un point quand même qui sera aussi très important. Donc il faut prendre au sens large et rattacher tous ces petits points à une structure d'ensemble et voir la façon dont dans l'Empire c'est extrêmement contrôlé, dans le Premier Empire, et tellement contrôlé que c'est sans doute de l'armée jusqu'au culte en passant par l'enseignement, la famille et l'économie, quelque chose qui évolue là aussi pour des questions qui sont parfois très contingentes, qui évoluent vers un régime de plus en plus autoritaire. Et c'est ce caractère autoritaire qui, à un moment, va aussi ralentir ou fragiliser le régime lui-même. Là aussi, il y a des questions de structure et des questions historiques. Ce serait trop long de rentrer dans le débat. C'est encore plus parlant, je pense, pour le Second Empire et pour ce fameux Second Empire divisé en 2 phases. Bien sûr, le Second Empire souffre, comme le premier, de ce défaut congénital de naître d'un coup d'État et donc d'avoir déjà un ordre constitutionnel qui manque de légitimité aux yeux de certains, mais qui est quand même construit en droit. Il est construit en droit et l'organisation du Second Empire, à ce titre-là, n'est pas du tout comparable à l'organisation du premier. Donc là, pour le coup, on a une véritable constitution. Ça veut dire qu'en fait, l'ordre étatique est déjà très largement constitué et que Louis-Napoléon accepte de faire avec et de ne pas en être simplement le maître, au contraire de Napoléon Ier. C'est donc un positionnement différent qui n'est pas très surprenant compte tenu de l'époque et pas très surprenant compte tenu de des différences de personnalité. Il faut dire aussi que Napoléon Ier, quand il arrive en 99, la fin du Directoire, la France est dans une situation quand même particulièrement chaotique. En 1848-1851, il y a un certain nombre de problèmes sociaux, économiques et politiques, mais c'est quand même pas du tout une crise majeure comme à la fin du XVIIIe. Ceci explique peut-être cela, il n'y a pas besoin de tout reconstruire. Il y a aussi donc la question des personnalités,
Et puis il y a surtout, évidemment, c'est là aussi une des premières choses que l'on enseigne, c'est cette division du Second Empire en deux phases, une phase autoritaire, une phase libérale, relativement libérale. Mais quand même, relativement libérale. Or, la phase libérale, on l'a fait en général démarrer dans les années 1860, et régulièrement, ce que l'on prend comme point de départ de la phase libérale, et il faut la prendre très au sérieux, cette phase libérale, quand je dis prendre très au sérieux, là aussi, prendre au sérieux la notion d'empire, prendre au sérieux la question de l'empire, et comme étant pas simplement des autocraties brutales, et prendre au sérieux le libéralisme du Second Empire, parce que c'est un libéralisme à certains égards, je pense, pour une part sincère, et en tout cas qui s'est traduit très largement dans les faits. Au prix d'ailleurs du Second Empire lui-même dans une certaine mesure. Alors ce libéralisme, on le fait commencer en particulier, il y a plein de façons de le doter, mais on le fait souvent commencer avec les réformes sociales qui commencent au début des années 1860, et en particulier avec la commission envoyée lors de la réunion de la Première Internationale, et la proposition d'établissement ou d'application en France du droit de coalition, ce qui va donner lieu à la loi de 1864. Ce moment 1862-1864, il a pour effet, là encore, c'est un point, moi je l'enseigne en termes de droits fondamentaux, bien sûr, c'est date du droit de grève, très bien, on peut le mettre ponctuellement. Si on l'étend plus largement, c'est le point de départ, on le sait, de ce qui deviendra ensuite le syndicalisme. Si on l'étend encore un petit peu plus loin, c'est le point de départ pour la question du droit du travail ou de l'organisation économique. Mais on peut, à partir de là, ça fournit un angle de vue que l'on peut déployer sur plein d'autres domaines du Second Empire. C'est l'acceptation de la réapparition d'un certain nombre de corps intermédiaires, justement. Alors, corps intermédiaires, c'est une terminologie qui est surtout une terminologie 20e. La question de la médiation et de l'intermédiation est toujours polémique. Mais la notion de corps intermédiaire, elle a été surtout utilisée à partir de toute fin 20e, début 21e. Mais si on accepte que la notion est floue et permet juste de catégoriser, de décrire ces institutions qui servent de médiation et parfois d'intermédiation avec parfois des obstacles, oui, la période libérale, elle accepte de réorganiser, si on demeure dans une perspective organique, de réorganiser non pas l'État, mais le régime, de réorganiser le régime à partir ou sur la base d'un certain nombre d'organisations. Là aussi, c'est un terme du 19e siècle, d'organisations qui sont dotées d'une relative autonomie et donc d'une forme de liberté. On n'est pas encore avec le syndicalisme, mais on y va. On a bien sûr toutes les congrégations qui se sont réorganisées depuis la Restauration. On a tous les systèmes d'enseignement qui se diffusent et les premiers enseignements privés laïques qui peuvent être mis en place également, et j'en passe. Sans même parler des structures économiques, qui sont très importantes. À ce moment-là, c'est si on fait un pas de côté, c'est ce moment-là, 1862-1864, c'est le moment où la Première Internationale éclate. Enfin, c'est un des moments de plus où elle éclate. Elle est quand même... c'était pas des trotskistes, c'était anachronique, mais c'était un peu la fameuse blague que font deux trotskistes un mouvement, que font trois trotskistes une scission. La Première Internationale, c'est un petit peu cela, et c'est en tout cas, de manière plus intéressante et plus au-delà de la blague, c'est le moment où Marx va dénoncer le socialisme césarien. Et qu'est-ce qu'il dénonce le socialisme césarien quand il dénonce le socialisme césarien, en particulier dans une lettre de 1865? Il dénonce la compromission de Lassalle avec Bismarck, considérant qu'en gros c'est la voie réformiste. Il dit il ne peut pas y avoir de réformisme et encore moins un réformisme césarien. Or le Second Empire, c'est justement un réformisme social césarien. Troublant. Or, en matière d'histoire de protection sociale, quand on fait l'histoire de protection sociale, on considère que les grands modèles, le premier grand modèle de protection sociale, c'est justement le modèle bismarckien. Et Bismarck n'a pas organisé la protection sociale dans les lois de 1879, 1883
par bonté d'âme et parce qu'il avait le souci des plus pauvres, il l'a organisé pour réguler la société, stabiliser l'économie et stabiliser la politique. En fait, il a cassé les genoux du socialisme révolutionnaire. Donc donner des droits et protéger les ouvriers, permettre l'organisation du monde ouvrier, offrir un certain nombre de garanties, notamment en matière de santé, on n'est pas encore aux retraites, mais organiser le début de la protection sociale pour qu'il n'y ait plus le même clivage et réorganiser la société. Alors oui, ça donne une autre lecture à cette question de l'organisation de la société et à la question de la place du droit qui n'est pas la déclinaison d'un programme initié par la Constitution qui se déploie dans la loi, mais qui vise avant tout à savoir quelle est l'organisation de la société permet d'aboutir ou non à un fonctionnement efficient et adapté. Et j'en terminerai avec un certain retard, mais pas trop, pas plus que... J'en terminerai par là, par cet échec du Second Empire. Bizarrement, comme je le disais, on peut toujours s'interroger, les raisons d'un succès ou d'un échec, c'est une question sans fin des historiens. Mais il y a quand même un point, c'est que les transformations de la fin du Second Empire sont des transformations certes libérales à certains égards, pas toujours, hein, parce qu'en matière ouvrière, il y a quand même aussi un certain nombre de poursuites. Mais on doit prendre acte du fait, on constate le fait qu'il y a un certain nombre de domaines qui échappent au pouvoir de manière complètement différente de la situation du Premier Empire. On peut en prendre plusieurs, mais je pense que la question ouvrière, justement, les ouvriers ne se rallient pas au pouvoir impérial. Ils bénéficient du droit de coalition, mais ne se rallient pas au pouvoir impérial. La presse bénéficie d'une liberté renforcée, mais ne se rallie pas au pouvoir impérial et les oppositions se développent, et ainsi de suite. Donc, du coup, la question pour moi, c'est de dire qu'effectivement, il y a une réorganisation de la société, mais c'est peut-être de manière assez contingente et fortuite que le Second Empire s'effondre. Du point de vue de l'organisation, il y a beaucoup de choses qui pouvaient fonctionner s'il n'y avait pas eu ce clivage politique qui, je dirais, efface un petit peu tout et qui n'a pas grand-chose à voir avec le fonctionnement effectif du régime. Ma conclusion, elle est du coup empreinte de doute sur l'ordre constitutionnel, qui n'est peut-être pas qui est nécessairement le point de départ pour montrer que ce n'est pas le bon. C'est-à-dire que si c'est parce qu'on part peut-être de l'ordre constitutionnel que l'on peut comprendre que ce qui se joue dans les empires, ça va bien au-delà de l'ordre constitutionnel. Et si on va encore un petit peu plus loin, ça signifie aussi qu'on ne peut pas comprendre les relations entre l'empire et le droit si on se tient à une lecture simple et classique de la division entre l'État et les cultes, ou entre l'État et les religions, ou entre le public et le privé, ou entre, je dirais, et ça c'est pour Napoléon, entre l'État et la famille. À ce moment-là, c'est une autre lecture du droit, une autre lecture du fonctionnement du droit, beaucoup de doutes, mais peut-être aussi beaucoup de richesses, parce que ça nous libère de préjugés qui nous amènent à conclure ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, ça marche, mais autrement. C'est sur cette conclusion, qui n'est qu'une ouverture, que je vais me taire et enfin céder la parole à des personnes qui connaissent le sujet. Je vous remercie.